Bonjour, je suis Gordon Edwards, président du regroupement canadien pour la surveillance du nucléaire. J'ai grandi ici à Toronto, mon papa était pharmacien, et j'ai gradué à l'Université de Toronto avec un diplôme en mathématiques, physique, chimie, récompensé par une médaille d'or. À ce moment-là, je croyais que l'énergie nucléaire c'était formidable parce que tout ce que j'en savais, c'était que c'était propre, sécuritaire, pas cher et abondant. Par conséquent, eh bien, je me disais, c'est merveilleux, ça va sauver le monde. En fait, c'était la façon qu'on présentait ça à l'école secondaire à ce moment-là, dans les années 50. Mais après mon diplôme de l'université, j'ai découvert qu'aucun des adjectifs que j'ai employés ne s'appliquait. C'est en fait une des technologies les plus sales qu'on connaisse. Elle fabrique les déchets les plus dangereux qu'aucune industrie n'a jamais fabriqués sur la planète, et ces déchets sont indestructibles et demeurent dangereux littéralement pour des millions d'années. Et on ne sait pas quoi faire avec, sauf les enfouir quelque part et espérer qu'ils ne reviendront pas à la surface. C'est vraiment pas une bonne recommandation pour une technologie. Deuxièmement, comme on a vu à Tchernobyl et à Fukushima, il peut y avoir des dysfonctionnements catastrophiques. Et la raison fondamentale qui fait en sorte que ça puisse se produire, c'est que vous ne pouvez pas produire de l'électricité avec de l'uranium sans produire en même temps d'énormes quantités de poisons radioactifs. Et ces poisons radioactifs sont tous, on pourrait dire, des transmutations de l'atome d'uranium. Par exemple, on a entendu parler de Fukushima, des poisons qui ont été relâchés, du césium-137, de l'iode-131, du strontium-90, du krypton-85, du plutonium-239. On ne se rend pas toujours compte que chacun de ces éléments était à l'origine des atomes d'uranium, et une grande partie de cet uranium provient d'ici au Canada. En fait, il provient de la Saskatchewan, a ensuite été acheminé au Japon où on l'a utilisé comme combustible et où il s'est transformé en des centaines de matériaux empoisonnés hautement radioactifs qui ont été relâchés au moment de l'accident et qui s'échappent encore aujourd'hui du réacteur. Ça fait 4 ans et demi que l'accident est arrivé et ils doivent encore pomper de l'eau, près de 400 tonnes d'eau chaque jour dans le cœur des 3 réacteurs qui ont fondu. Puis l'eau qui revient à la surface est saturée de ces matériaux radioactifs et cette eau est tellement radioactive qu'on ne peut pas la relâcher. Alors, on l'entrepose dans 1500 réservoirs, d'énormes réservoirs, chacun contenant 300 tonnes d'eau. Et ils en construisent d'autres chaque semaine parce qu'ils en ont besoin. Ça, c'est l'héritage de l'industrie nucléaire. And so this is the legacy of the nuclear industry. Ici en Ontario et ici au Canada, on a commencé à s'impliquer dans cette activité à travers le projet de fabrication de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale. Le Canada était un des 3 pays impliqués dans le projet pour mettre au point la première arme atomique de la planète. Une entente fut signée à Québec en 1943 entre le président Roosevelt et le premier ministre Winston Churchill à l'invitation de notre premier ministre Mackenzie King pour que ces 3 pays travaillent ensemble à mettre au point la première bombe atomique. Et la raison pour laquelle le Canada a été impliqué, c'est qu'on avait l'uranium. L'uranium est évidemment le matériel essentiel de toutes les armes nucléaires. Il n'y aurait aucune arme nucléaire de quelque ordre que ce soit si on n'avait pas l'uranium en premier lieu. Donc, le Canada a été impliqué très tôt et dans le plus grand secret. C.D. Howe, qui constituait le véritable pouvoir au Canada à ce moment-là, a dit au Parlement qu'il y avait un projet secret en élaboration et qu'il apprécierait que personne ne pose de questions. Alors, personne n'en posa, et le Parlement n'a jamais jusqu'à aujourd'hui questionné notre implication dans l'énergie nucléaire et dans l'extraction de l'uranium dans ce pays. C'est pourquoi une des premières choses réclamées par notre organisation, fondée en 1970, c'est d'avoir un débat national sur avantages et dangers de l'énergie nucléaire. On est prêt à avoir tout sur la table, autant les plus que les moins, pour que les gens puissent juger par eux-mêmes. Ça ne s'est jamais produit, hélas, au Canada. Alors, ce qui s'est produit quand ils ont commencé à construire les réacteurs de Pickering et de Chalk River en Ontario, Gentilly au Québec et Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick, personne ne savait à ce moment-là que les déchets radioactifs constituaient un problème majeur. Tout le monde pensait que,
comme toute industrie, il y a des déchets, et ces déchets, comme tout autre déchet, on s'en débarrasse quelque part et c'est réglé. Et personne ne pensait que ce serait un problème particulièrement important. Notre organisme a été l'un des premiers à sonner l'alarme sur ce sujet. Je me rappelle avoir été à la télévision ici à Toronto et Martin Schulman, qui était alors le coroner de Toronto et qui avait une émission de ligne ouverte à la radio et à la télévision, m'a invité sur sa ligne ouverte télévisée avec un représentant d'Ontario Hydro. J'ai alors avancé qu'on avait un problème avec l'énergie nucléaire et il m'a demandé quel était ce problème. Et le représentant d'Ontario Hydro a répondu que toute industrie avait des déchets et que leur industrie s'occupait mieux de leurs déchets qu'aucune autre industrie qu'ils connaissaient et qu'ils ne voyaient pas quel était le problème. Alors Martin Schulman s'est tourné vers moi, m'a demandé c'est quoi le problème. Eh bien, je lui ai répondu, demandez-leur où ils vont les mettre. Il s'est retourné et a demandé où allez-vous les mettre. Et le représentant est devenu tout rouge. Et Martin s'est exclamé, oh, vous savez pas! Et c'est à partir de ce moment-là que tout est sorti. Ils ont eu une commission royale d'enquête sur l'énergie nucléaire, en fait, sur la planification de l'approvisionnement en électricité. On l'a appelée la commission royale d'enquête sur la planification de l'énergie électrique en Ontario, ou commission Porter. Elle a duré 3 ans et ils ont consacré beaucoup de temps à regarder la question du nucléaire et ils ont été vraiment impressionnés par les dangers des déchets nucléaires et je vais l'expliquer un peu plus dans un instant. Mais en conclusion, une de leurs principales conclusions, c'était qu'à moins qu'on puisse résoudre ce problème d'ici 1985, il ne devrait plus y avoir d'autres réacteurs nucléaires de construits. C'était en 1978 que ce rapport a été écrit. À moins qu'on puisse en arriver à régler ce problème des déchets radioactifs, on ne devrait plus construire de réacteurs nucléaires. Et en fait, il n'y a eu aucun autre réacteur nucléaire de projeté n'importe où au Canada depuis 1978. On a mis l'industrie du nucléaire à l'arrêt seulement en posant la question « Où allez-vous mettre les déchets ?» Ils n'ont pas d'endroit où les mettre. Mais pourquoi est-ce si important? La raison pour laquelle c'est important, c'est qu'ils ont un graphique dans le rapport de cette commission qui montre la toxicité, le danger pour les humains et les autres êtres vivants près de ces déchets nucléaires. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 1 année de ces déchets nucléaires dans un réacteur Candu, juste 1 année d'un réacteur Candu, et ils ont regardé comment il serait dangereux après 1 année. Et ils se sont dit que du fait qu'ils n'avaient aucun moyen facile de le mesurer, demandons-nous la question suivante. De combien d'eau aurions-nous besoin pour les diluer au niveau maximum de contamination permis par la loi? Ça équivaut à peu près à ce que représente le lac supérieur. Ça, c'est pour un réacteur pendant 1 an. Multipliez ça par le nombre de réacteurs qui est 20. Multipliez ça par le nombre d'années qu'ils doivent fonctionner, soit 30. Vous en arrivez à 600 lacs supérieurs. C'est beaucoup de lacs supérieurs, non? Il n'y a pas autant d'eau dans le monde entier. Ce qu'ils disaient en fait, c'est que ces matières sont tellement dangereuses que si 1% ou 0.1% ou 0.01% s'échappe dans l'environnement, c'est un désastre. Pour la plupart des affaires humaines, on penserait qu'une isolation de 99,9% serait parfaite. Dans ce cas-ci, ce serait un désastre. C'est ce qui rend l'énergie nucléaire fondamentalement menaçante. C'est qu'elle produit ces poisons. Et si vous ne savez pas comment les détruire, personne ne sait comment arrêter la radioactivité, ça continue. Et qu'est-ce que c'est que la radioactivité? Ces atomes qui sont des parties arrachées provenant des atomes d'uranium ou transmués en atomes plus lourds que les atomes d'uranium, comme le plutonium. Ces atomes sont instables, c'est-à-dire qu'ils sont comme de minuscules bombes à retardement. Ils explosent et quand ils explosent, ils projettent des particules sous-atomiques, destructrices qu'on appelle radiation. Il y en a 3 sortes principales, alpha, bêta et gamma. Les radiations alpha et bêta ne sont pas très pénétrantes, mais elles sont extrêmement dangereuses à l'intérieur des organismes vivants. En fait, elles sont beaucoup plus dangereuses que les radiations gamma. Les radiations gamma sont aussi très dangereuses. On fait une grappe de combustible qui est à peu près grosse comme une bûche pour brûler dans le foyer. Une de ces grappes de combustible, avant qu'elle aille dans le réacteur, on peut la regarder, la manipuler avec des gants, elle ne vous ferait pas de tort. Quand la même grappe de combustible sort du réacteur, elle tuerait en 20 secondes toute personne sans protection qui serait à 1 mètre de distance.
C'est à cause de cette explosion de radiation gamma provenant des barres de combustible. En fait, ces grappes de combustible, après qu'elles sont sorties du réacteur, ne seront plus jamais manipulées par des mains humaines. On les manipulera qu'avec l'aide de robots, d'équipements téléguidés. Alors, comment nous sommes-nous lancés là-dedans? Comment en est-on venu à construire autant de réacteurs nucléaires? C'est qu'en fait, on a menti à la population. On leur a dit que c'était une source d'énergie propre, sécuritaire, bon marché, abondante, exactement ce que je pensais quand j'étais à l'école secondaire. Et si c'est tout ce que vous savez concernant l'énergie nucléaire, qui pourrait s'y opposer? Ces réacteurs ont été construits sur de fausses prétentions. Et je crois que le temps est venu où les gens réalisent de plus en plus que ce n'est qu'un gros mensonge et qu'on a fait une grosse erreur en gobant ce mensonge et en ne s'y opposant pas. Nous faisions confiance aux scientifiques, croyant que les scientifiques étaient comme Dieu. Parce qu'ils sont des scientifiques, ils consacrent leur vie à la vérité, ils sont voués à l'honnêteté, et un scientifique ne dirait jamais quelque chose qui ne serait pas vrai. Mais ils oublient que les scientifiques sont des êtres humains. Tous les humains sont faillibles et tous les êtres humains ont des intérêts personnels. Et si toute votre carrière, on fait votre carrière de rêve, c'est cette technologie, vous ne pouvez pas vous permettre de dire toute la vérité sur ce qu'elle est. C'est la façon que cette industrie s'est toujours comportée, avec un paternalisme ayant un P majuscule. Car ils croient, en tant que scientifiques, ils peuvent s'occuper efficacement de ces déchets. Ils peuvent empêcher que ces réacteurs explosent. Ils peuvent empêcher les mauvais effets secondaires, comme par exemple empêcher que ces matériaux puissent être utilisés dans la fabrication d'armements atomiques. Mais en fait, ils ne peuvent pas faire ça. C'est au-delà des capacités humaines. Et parce qu'ils croyaient pouvoir contrôler ça, ils pensaient que ce n'était pas dommageable de dire des mensonges pour rassurer la population, de dire que c'est parfaitement sécuritaire, parce que nous pouvons rendre ça parfaitement sécuritaire, que les déchets ne sont pas un problème, parce que nous allons trouver la solution. Mais ce qu'ils faisaient, c'est de mettre sur leurs épaules cette sorte d'arrogance qui nie que ce soit au-delà de leur capacité. Nous en sommes maintenant au stade du désengagement. Et nous avons des pays comme l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, la Suède et quelques autres pays qui sont en train de complètement se défaire de l'énergie nucléaire. L'Allemagne avait 17 réacteurs nucléaires. Dès que la catastrophe de Fukushima, dès qu'il y a eu la fonte des 3 réacteurs, ils ont fermé définitivement 7 réacteurs et ils sont en train de faire en sorte de pouvoir fermer les 10 qui demeurent avant 2022. Ici au Canada, même si ça n'a pas été déclaré qu'on se retirait de l'énergie nucléaire, en fait, c'est un peu ça qui se produit, car à Pickering, où on avait 8 réacteurs nucléaires, il y en a 2 qui sont fermés définitivement, et les 6 autres seront fermés d'ici 2020. Donc, 8 réacteurs vont être définitivement fermés d'ici 2020. Et même si le gouvernement d'Ontario a dit qu'il construirait d'autres réacteurs, il ne l'a pas fait. Il a retardé. Et il a retardé encore parce que les coûts sont tellement exorbitants. Ils ont dépensé des milliards de dollars pour retaper de vieux réacteurs, et ces vieux réacteurs ne fonctionnent qu'à 65% de leur capacité. Ils ne fonctionnent qu'à peu près les 2/3 du temps. Par conséquent, les planificateurs et autorités gouvernementales comprennent que c'est une mauvaise affaire. Et nous essayons de convaincre le gouvernement de l'Ontario. Il y a déjà eu des discussions entre le premier ministre du Québec et la première ministre de l'Ontario, qu'au lieu de prendre le risque additionnel de retaper les réacteurs de Darlington, les 4 gros réacteurs tout près de Toronto, au lieu de les retaper au coût de milliards de dollars, pourquoi ne pas acheter des surplus hydroélectriques du Québec? On a d'énormes surplus d'électricité générés de façon hydraulique. Ça ne s'est pas fait sans dommage environnemental. Construire ces barrages a fait beaucoup de tort à l'environnement. Mais maintenant qu'ils sont construits, nous avons d'énormes surplus d'énergie hydroélectrique. Aussi bien les utiliser, en autant que ça ne sert pas à justifier la construction de nouveaux barrages. Et en même temps, l'Ontario en pourrait tirer avantage. Ça coûterait bien moins cher d'acheter ces surplus d'hydroélectricité que de retaper ces réacteurs nucléaires. Ça pourrait être également très avantageux pour le Québec, qui est obligé d'exporter ses surplus à perte aux États-Unis. Et ça pourrait avantager toute la population du pays
en se débarrassant de cette They industrie. can also do Quebec a favor, who is now selling that surplus hydropower to the United States at a loss. And you could also do, the people of the country a favor by getting rid of this liability. And L'industrie et plusieurs personnes croient encore que le réacteur Candu est un bon réacteur. Et ce l'est, c'est vraiment l'un des meilleurs, mais c'est un des meilleurs d'un mauvais groupe. Et même si vous êtes le meilleur d'un mauvais groupe, ça ne veut pas dire que vous êtes bon pour autant. En fait, le réacteur Candu peut fondre comme tout autre réacteur. Il peut avoir des avaries aussi catastrophiques que n'importe quel autre réacteur. Parce que le problème fondamental n'est pas le mécanisme de la machinerie. Le problème, c'est qu'en produisant de l'électricité, il produit également ces phénoménales quantités de poison et n'importe quel événement qui interfère, que ce soit un tremblement de terre, du sabotage, du terrorisme, un accident industriel, une explosion inattendue, quoi que ce soit qui permette à ces matières de s'échapper dans l'environnement, ça va donner des résultats catastrophiques. C'est fondamental pour cette technologie. Ce n'est pas une question de machinerie, c'est une question de poisons qui y sont produits. Donc, un réacteur nucléaire, ce n'est pas seulement une machine qui peut produire de l'électricité, c'est aussi un entrepôt qui contient des quantités fantastiques de poisons radioactifs. Voudriez-vous avoir dans votre cour arrière un entrepôt plein de poisons radioactifs les plus dangereux que vous pouvez imaginer? Et je crois que la réponse est non. On n'en veut pas. Et sur le sujet, même les scientifiques du nucléaire marquent un temps d'arrêt. Par exemple, j'ai entendu Alvin Weinberg, un des doyens de l'énergie nucléaire aux États-Unis, directeur de la section d'Oak Ridge aux États-Unis, qui a produit la première bombe atomique à uranium enrichi, disait: nous, les scientifiques nucléaires, et c'était en 1977, même avant Three Mile Island, nous avons fait une grave erreur en pensant que l'énergie nucléaire est une autre forme de produire de l'électricité. Nous ne devrions pas du tout construire ça près des grandes villes. Et il était pour le nucléaire. Il disait nous devrions les construire, mais derrière un mur pour l'isoler de la population. Et ce mur devrait être très grand et il devrait y avoir une grande façade sur un plan d'eau pour permettre le fonctionnement du réacteur. Mais ce réacteur pourrait entrer en fusion et s'enfoncer dans le sol. Il ne pensait pas à ce qui pourrait s'échapper par-dessus le mur et pourrait aller contaminer les réserves alimentaires. Mais il considérait que c'était une grave erreur d'avoir construit les réacteurs comme ça a été fait. Regardez ce qu'on a fait ici en Ontario. On a construit des réacteurs le long des rives des grands lacs. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus stupide? Parce que si vous regardez ce qui se passe actuellement à Fukushima, toute cette eau qui se déverse dans l'océan Pacifique en provenance des réacteurs de Fukushima, imaginez ce que ce serait si ce n'était pas l'océan Pacifique, mais les grands lacs. Nous serions en train de contaminer les réserves d'eau potable de 40 millions de personnes, et pas seulement pour une génération, mais pour plusieurs générations à venir. Donc, il semble que la population est en train de se réveiller et de se rendre compte que ce n'est pas la bonne façon de procéder. Même si le Canada était un des plus grands fournisseurs d'uranium au début, toute notre production d'uranium de 1942 à 1965, et c'était de prodigieuses quantités d'uranium extrait au Canada, tout a servi entièrement pour construire des armes nucléaires. Il y avait des contrats militaires, en fait, c'était le seul marché qui existait pour ça. On a en fait vendu tout notre plutonium aux États-Unis pour en faire des bombes, plutonium provenant de Chalk River, les premiers réacteurs qu'on y a construits. Puis en 1965, le premier ministre Pearson a dit, à partir de maintenant, on ne vendra plus d'uranium que pour des fins pacifiques. Eh bien, ça semble avoir de l'allure. Mais le problème, c'est que quand vous vendez de l'uranium pour des fins pacifiques, qu'est-ce qui lui arrive? On le met dans un réacteur nucléaire, les atomes d'uranium sont déchiquetés et se transforment en tous les poisons dont on a déjà parlé. Mais certains des atomes d'uranium absorbent un neutron et deviennent plus lourds et ils se transforment dans une substance qu'on appelle plutonium, qui a une demi-vie de 24 000 ans. Et c'est l'explosif nucléaire le plus utile, si j'ose dire, dans les armes nucléaires. Toutes les armes nucléaires utilisent ou bien de l'uranium ou bien du plutonium. Et tout atome de plutonium a d'abord été un atome d'uranium. And every atom of plutonium starts off as an atom of uranium.
Même si ici au Canada nous sommes considérés comme l'Arabie saoudite de l'uranium, à cause de tout l'uranium qu'on possède, par exemple dans la province de Saskatchewan, il y a déjà 2 provinces qui ont banni l'extraction de l'uranium. La Colombie-Britannique a instauré une interdiction permanente. Il n'y aura jamais d'extraction d'uranium en Colombie-Britannique. Et en fait, c'est l'association médicale de Colombie-Britannique autour des années 80 qui a été à l'avant-garde de cette réalisation, même s'il y a eu plusieurs autres associations qui y ont participé. L'Association des producteurs de fruits de la Colombie-Britannique, l'Association des propriétaires, l'Association des petites entreprises, une étonnante agglomération de plusieurs secteurs de la société ont provoqué ce moratoire qui, à l'origine, était un moratoire temporaire, mais qui est devenu permanent. Et en Nouvelle-Écosse, on a déclaré une interdiction d'extraire l'uranium en 1985, qui au début était un moratoire temporaire, mais qui tout récemment est devenu loi permanente. Désormais, c'est même illégal de faire de l'exploration de l'uranium en Nouvelle-Écosse. Et si vous explorez pour chercher quelque chose d'autre et que vous tombez sur l'uranium, vous devez arrêter immédiatement d'après la loi. Et présentement au Québec, vous avez un moratoire temporaire sur l'extraction de l'uranium et on espère en fait, on est à la fin d'un processus d'audience publique, 1 an d'audience publique sur l'extraction d'uranium au Québec, et on espère que le gouvernement du Québec, qui est le premier à sortir complètement du nucléaire en Amérique du Nord, on espère qu'il va également interdire l'extraction d'uranium au Québec. On attend de voir ce qu'il va faire. Au mois d'avril de cette année, on a eu à Québec un symposium international sur l'uranium avec des gens provenant d'Australie, de Chine, de Mongolie, d'Europe, d'Afrique et de partout aux États-Unis et au Canada qui se sont rencontrés et ont eu d'intenses discussions sur l'uranium. Et il est ressorti de ce symposium une déclaration internationale, encore menée par les médecins, par l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Ils ont gagné le prix Nobel pour la paix en 1985 et ils ont été des leaders sur cette question. Donc cette déclaration demande l'interdiction mondiale d'extraire de l'uranium. Ce qu'ils disent, c'est que comme l'amiante, qui a été reconnu comme un minerai si dangereux qu'on devrait le laisser où il est, on ne devrait extraire l'amiante d'aucune façon. Oui, c'est un produit naturel. L'arsenic aussi est naturel. Et l'arsenic est en fait plus sécuritaire à extraire que l'amiante. Par conséquent, l'amiante devrait être laissée sous terre. Et pour l'uranium, c'est la même chose. Et encore plus. L'amiante menace la vie de toute personne qui est en contact. L'uranium menace toute la planète, menace la survie de toute la planète dans son utilisation ultime dans les armes nucléaires. Et même quand on s'en sert pour des utilisations pacifiques, il engendre le matériel qui peut être utilisé les 10 000 prochaines années, 20 000 prochaines années, 100 000 prochaines années pour fabriquer des armes nucléaires. Donc, nous demandons une interdiction d'extraire l'uranium à l'échelle mondiale, tout comme les médecins pour la survie mondiale. Et nous ne trouvons pas du tout cela farfelu. Nous trouvons que ce n'est que le simple bon sens. Et bien sûr, ça ne veut pas dire, ça ne résout pas le problème de ce qui est déjà là, mais ça veut dire qu'on met un couvercle. On parle de mettre un couvercle sur les émissions de carbone. Mettons un couvercle sur les armes de destruction massive. Et la pire des armes de destruction massive, ce ne sont pas les armes chimiques ou bactériologiques aussi horribles soient-elles, mais ce sont les armes nucléaires qui comprennent les pires caractéristiques des 2 précédentes, en plus d'autres caractéristiques qui leur sont particulières. Ça a été calculé par les mêmes scientifiques qui ont étudié les changements climatiques. Ils ont utilisé les mêmes modèles que pour les changements climatiques. Si on avait un échange d'explosions nucléaires, ils aiment le terme échange. Aimeriez-vous avoir mes armes nucléaires? Je prendrais bien les vôtres. Bon, si on avait une guerre n'impliquant que quelques douzaines d'armes nucléaires des 2 côtés, ça influencerait tout l'hémisphère nord et provoquerait un hiver nucléaire. Ça deviendrait impossible de faire pousser des aliments. Ça aurait des conséquences dévastatrices pour tout l'hémisphère nord. Seulement une petite guerre nucléaire. Avec une guerre nucléaire totale, ça se terminerait beaucoup plus vite et la civilisation humaine n'existerait plus. Et pas seulement la civilisation, mais toutes les formes de vie les plus évoluées.
Par conséquent, pourquoi voudriez-vous amener ce matériel à la surface? Réfléchissons un peu. À quoi sert l'uranium? Ses usages peuvent se compter sur les doigts d'une seule main, et vous avez encore des doigts de libre. Les armes nucléaires sont un usage qui a absolument besoin d'uranium. Sans uranium, aucune arme nucléaire. C'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est la production d'électricité. Mais on a plusieurs façons de produire de l'électricité. On a l'énergie éolienne, on a le soleil, l'hydraulique. Même pédaler votre bicyclette peut produire de l'électricité. Tourner une roue peut produire de l'électricité. Et on a l'énergie géothermique. Donc on n'a pas vraiment besoin de l'uranium pour produire de l'électricité. Ce n'est qu'une façon parmi tant d'autres. On n'en a pas besoin. En fait, la portion du nucléaire pour produire de l'électricité à l'échelle mondiale a chuté de façon continue depuis 1995. En 1995, il y avait à peu près 17% de l'électricité mondiale qui était produite par le nucléaire. Maintenant, ce n'est que 11% et ça continue de chuter. Et même les plus optimistes des pro-nucléaires admettent que l'utilisation du nucléaire va continuer à décliner, car quelle que soit la quantité de nouveaux réacteurs qui seront construits, ils devront fermer les vieux réacteurs plus rapidement qu'ils pourront construire les nouveaux. La plupart sont vieux et tombent en morceaux, et on les ferme beaucoup plus rapidement. Par conséquent, d'aucune façon le nucléaire pourrait avoir une influence sur le réchauffement climatique pendant la période qui nous préoccupe. Regardez à l'exemple particulier de l'Allemagne. L'Allemagne, depuis 2011, a décidé de se sortir du nucléaire. En seulement 8 ans, ils ont réussi à construire 30 000 mégawatts d'énergie éolienne. C'est le double de toute la capacité nucléaire installée au Canada. 15 000 mégawatts si tous les réacteurs fonctionnaient à pleine capacité. On aurait 15 000 mégawatts d'électricité nucléaire. L'Allemagne a construit 30 000 mégawatts d'électricité éolienne en 8 ans. D'aucune façon on pourrait construire autant d'énergie nucléaire en 8 ans, c'est impossible. Et quand on y pense, imaginez que vous pourriez construire 30 000 mégawatts d'énergie nucléaire en 8 ans, et pendant ces 8 années, vous n'en tireriez aucun avantage. En fait, vous ajouteriez au réchauffement climatique en construisant les structures de béton, en extrayant l'uranium, en raffinant l'uranium, en enrichissant l'uranium. D'énormes quantités de gaz seraient relâchées dans l'environnement et aucune électricité ne serait produite pendant ces 8 années. Puis, vous commenceriez peut-être à produire de l'électricité. Avec les éoliennes, vous construisez des éoliennes et vous commencez immédiatement à recevoir des avantages. L'an prochain, vous en avez encore plus. Les années suivantes, vous en avez encore davantage. Et les années suivantes, de plus en plus. Et après 8 ans, vous obtenez les 30 000 mégawatts. Mais pendant toute la construction, vous recevez des avantages. Par conséquent, vous pouvez voir la différence. Les énergies renouvelables sont beaucoup plus flexibles. Elles sont légères sur leurs pieds. Elles sont comme des boxeurs qui peuvent flotter comme des papillons, piquer comme l'abeille, et elles peuvent résoudre le problème. Alors que le nucléaire se traîne la patte et ne peut en aucun cas répondre suffisamment rapidement pour faire une différence. Et il y a autre chose aussi. Si après un certain temps vous décidez que vous ne voulez plus de ces éoliennes, vous n'avez qu'à les jeter par terre, aucun problème. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec l'énergie nucléaire. Quand vous considérez qu'un réacteur nucléaire a vécu sa vie utile et que vous voulez vous en débarrasser, vous êtes pris avec, parce que c'est un monstre radioactif. Même quand vous en avez fait sortir les déchets radioactifs, la structure elle-même est tellement radioactive, vous devez la laisser se stabiliser pendant 40 ans. Puis, quand vous la démantelez, tous les débris deviennent des déchets radioactifs. Alors vous vous retrouvez avec des coûts énormes par après que tous les avantages en ont été extraits. Aucune autre technologie énergétique n'a ce problème-là. Un simple calcul économique associé au bon sens et au sens des responsabilités pour l'avenir, ces trois-là se combinent bien pour mettre un terme à l'ère du nucléaire. Mais je dois mettre les gens en garde du fait que même si l'ère du nucléaire, on vient à finir, qu'on ne produise plus d'énergie nucléaire, l'ère des déchets nucléaires ne fait que commencer. Et les gens vont devoir s'impliquer encore plus pour s'assurer qu'on s'occupe convenablement de ces déchets nucléaires. Et ça ne veut pas dire de les abandonner.
L'industrie nucléaire veut les abandonner. Ils veulent creuser un trou, les mettre dans le trou et se retirer sur la pointe des pieds en se disant, voilà, c'est réglé. Ce ne serait pas réglé. Ces déchets vont demeurer dangereux pendant des millions d'années, ou au moins des centaines de milliers d'années. Et ils veulent en mettre juste à côté des grands lacs présentement. Ils veulent construire un entrepôt géologique à grande profondeur à moins d'1 mille du lac Huron, à peu près 1,5 kilomètre. Les gens s'opposent à ça, pas à cause de la peur, mais à cause du sens des responsabilités. Nous ne considérons pas ça éthiquement acceptable ou justifié scientifiquement d'abandonner ces déchets. Personne ne sait, après que vous les ayez mis là, s'ils vont rester là. Ils peuvent très bien s'échapper pendant les 100 000 ans qu'ils admettent qu'ils seront dangereux. Mais quand ils parlent de 100 000 ans, ils parlent du plutonium qui a une demi-vie de 24 000 ans. Et quand vous multipliez ça par 10, vous avez 240 000 ans. On multiplie par 10 parce que vous devez avoir 10 demi-vies pour parvenir à une réduction par un facteur de 1000. Mais pensez-y, même les gens de l'industrie nucléaire devraient mieux le comprendre, ou du moins, ils ne veulent pas l'admettre. Quand le plutonium se désintègre, parce qu'il est instable, il se transforme en un autre élément qui est radioactif pour 700 millions d'années. Par conséquent, il ne disparaît pas. Il se transforme en quelque chose d'autre, qui est radioactif pour encore plus longtemps que le plutonium lui-même. Alors, quand vous vous mettez à calculer les bénéfices, vous vous apercevez que l'énergie nucléaire ne peut pas satisfaire à la tâche. Quand vous calculez les coûts, vous vous apercevez qu'ils sont sans fin. Et en fait, c'est pourquoi ils veulent enterrer les déchets nucléaires et les abandonner, de façon à mettre un terme à leurs responsabilités, pour que l'industrie puisse se vanter nous ne sommes plus responsables parce qu'on s'en est occupé. Eh bien, ils pensaient qu'ils s'étaient occupés des gaz toxiques dans la mer Noire, jusqu'à ce qu'ils se mettent à remonter à la surface après un certain temps. Dow Chemicals à Sarnia pensaient qu'ils s'étaient occupés de produits en les enfouissant dans de profonds trous, jusqu'à ce qu'ils remontent dans la rivière Saint-Clair comme des pâtés toxiques dans les sédiments. Et on a entendu parler de plusieurs autres événements, comme au Love Canal, où des dépotoirs toxiques sont revenus hanter la population et mettre la vie des gens en danger. Voilà donc où on en est. Sans doute à un bon carrefour, parce que les gens se réveillent et réalisent qu'on les a trompés. On leur a enseigné que l'énergie nucléaire était indispensable, et ils découvrent que non seulement elle n'est pas indispensable, mais qu'au contraire, il est indispensable de s'en débarrasser.